Hello, c'est Mariama. Bienvenue sur le podcast Mom You Rock. Entreprendre tout en étant maman, impossible ? Faux. Et c'est ce que je cherche à démystifier au travers de mes rencontres avec des femmes qui ont osé concrétiser leur désir d'entreprendre sans pour autant renoncer à leur vie de femme et de mère. Dans chaque épisode, nous reviendrons sur leurs parcours et projets. Nous échangerons sans filtre sur leur quotidien de mompreneur, où elles nous partageront leurs expériences, leurs bonnes pratiques et conseils. L'idée derrière tout ça ? Vous inspirer, vous encourager, vous décomplexer, mais surtout vous donner l'impulsion pour concrétiser vos projets et idées. Je vous donne rendez-vous un dimanche sur deux, et pour en savoir plus sur l'origine de ce podcast, je vous invite à écouter l'épisode d'introduction. Pour ce premier épisode, j'ai invité une amie de longue date, Vanessa. On s'est rencontrés sur les bancs de l'UT il y a maintenant plus de 10 ans et depuis, on ne s'est plus quittés. Elle est fondatrice d'Afroeat, restaurant africain qui a ouvert il y a quelques mois déjà, dont l'ambition est de valoriser la cuisine africaine et de la diffuser au grand public. Pour moi, c'était une évidence son passage dans ce podcast, car c'est l'une des premières mompreneurs de mon entourage proche et je vous avoue qu'elle m'a énormément inspirée. Vanessa est maman de 2 petits garçons. On a pas mal refait le monde ensemble depuis notre jeunesse, et on continue d'ailleurs de le faire encore aujourd'hui. On se partageait nos ambitions et nos rêves d'entreprendre. Du coup, je suis ravie et fière de voir qu'elle n'a pas lâché le morceau, et qu'elle a enfin donné vie à son projet. Elle nous parlera de l'importance d'être animée par ce que l'on fait, et d'y croire malgré les obstacles que l'on peut rencontrer, de l'importance d'être bien dans sa tête pour être bien avec ses enfants, des femmes de sa famille qui l'ont inspirée et transmis leur force de caractère, et du fait de savoir apprécier les petits moments que l'on peut s'octroyer en famille et en couple. C'est mon tout premier épisode. Il est loin d'être parfait, mais honnêtement, on s'est vachement éclaté durant cet enregistrement. J'espère sincèrement qu'il vous plaira. Je vous invite à écouter jusqu'à la fin cet épisode car on vous fait une petite annonce spéciale. Enjoy! Bonjour Vanessa! Bonjour Mariama! Vanessa est fondatrice du restaurant Afroeat. C'est aussi une amie de très longue date et pour moi c'était important de la faire passer sur ce podcast pour qu'elle nous raconte un peu son parcours et son quotidien de maman entrepreneur. Vanessa, tu es maman de Sacha, 3 ans, et Marcus, 16 mois. Tout à fait. Présente-toi. Vanessa, 31 ans. Je suis la maman, donc comme tu l'as dit, de Sacha et Marcus. Femme d'Éric, femme entrepreneur. Avant ça, si on commence au début, Vanessa, j'aime bien parler de moi à la 3e personne. Oui, je sais pas pourquoi. On me dit souvent ça, c'est bizarre. Mais ça permet de prendre de la hauteur. Paraît-il. Paraît-il. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait avant ? Du coup, j'ai été diplômée d'une école de commerce. On s'est connus à l'UT d'abord. J'étais pas prédestinée à aller à l'UT. Je me suis retrouvée un peu là-bas comme par accident. Seul dossier envoyé. J'avais pas trop le choix. Coup de chance en même temps. Voilà, pas trop le choix. Et du coup, après ça, j'ai fait une école de commerce. Et en sortant d'école, j'avoue que j'étais entre guillemets scolairement prédestinée au marketing, vu que c'est ma spécialité. J'ai fait marketing, grande conso surtout. Et après, en sortant d'école, en étant diplômée, j'avais envie de faire du terrain. J'avais envie de voir des vraies personnes. En fait, non, je raconte mal. En sortant d'école, je voulais déjà entreprendre. Je voulais lancer un magazine qui s'adressait aux femmes noires, parce qu'à l'époque, il y avait que Miss Eben et Amina. Et du coup, première erreur, parce que tout le monde m'a découragée. Non, mais attends, laisse tomber, tout se passe en ligne. Non, mais laisse tomber. C'est un magazine papier que tu voulais faire. Voilà, ouais. T'as pas les épaules. Non, mais laisse tomber, tu connais rien aux journalistes. Non, mais laisse tomber, machin. Et dans la foulée, peu de temps après, je perds ma grand-mère. Et donc là, je me dis, vas-y, fais ce qu'on te demande. Va travailler, voilà. Je me suis dit arrête de vouloir sortir des cases, tu travailles comme tout le monde, voilà. Mais du coup, je me dis un peu rebelle quand même, je me dis c'est bon, finalement, je vais aller plus loin que le marketing, enfin plus loin dans le sens où je voulais du terrain. Donc du coup, je décide de laisser le marketing et d'aller en commercial, toujours en grande conso, produits que je connaissais, marché que je connaissais, code que je connaissais. Et donc du coup, je suis commerciale en grande consommation pendant
4 ans. Je fais ça, c'est hyper intéressant. Je rencontre des clients qui sont des dingues, des clients aussi hyper sympas, vraiment challengeants. On dit souvent d'ailleurs qu'une fois que tu as fait commercial en grande distribution, tu peux te vendre n'importe où, et c'est vrai. Et du coup, après ça, je décide d'aller dans le B2B, dans le vrai B2B, parce que là, c'est du B2B2C, alors que là, bon, bref. Du coup, je vendais des produits d'entretien, des marques connues, et je vais vendre des produits d'entretien de marques connues, mais directement dans, on va dire, j'étais plutôt là sur des grands comptes avec des plus gros paniers, enfin des plus gros chiffres d'affaires, et donc je mets 1 an là-dedans avec une promotion à court terme pour être compte clé sur des plus gros comptes, et en fait au bout de 10 mois. Ouais, je me rappelle que ça faisait moins d'1 an. Ça faisait moins d'1 an, j'arrête, j'appelle mon chef, je viens à peine d'apprendre que je suis enceinte, et je l'appelle et je lui dis j'arrête. Il me dit mais qu'est-ce que tu racontes? Vanessa, en plus t'es enceinte, t'es malade, t'inquiète, moi je vais te bichonner, tu travailleras comme tu veux. Il a tout fait pour te garder. Voilà, tu veux quoi, qu'on t'augmente de l'argent? Je dis non, je veux pas, enfin, à part si tu ramènes beaucoup de zéros derrière. Je dis oui. Si t'es pas prêt à ramener des zéros, ben, non. Non négociable. Non négociable. Et du coup, à la base, je démissionne en me disant que je vais être wedding planner. Ah oui, j'avais oublié ce projet-là aussi. Je démissionne en me disant que je vais être wedding planner. Projet que j'avais mûri et tout, c'était le projet à l'origine quand je démissionne. Je dis ça à tout le monde quand je pars, ils sont tous là, waouh. Ils refusent la rupture conventionnelle, donc je suis sur une démission sans indemnité, sans rien. Je renonce à un gros salaire avec un enfant déjà, vu que Sacha était déjà là, vu que j'étais enceinte de Marcus. Et donc du coup, je décide quand même d'y aller. Voilà comment j'arrive sur Afrohit. Après, c'est tout un process parce que derrière, une fois que je commence à écrire mon projet, je me dis mais pourquoi tu rêves petit en fait? Tu peux rêver plus grand, tu peux rêver voilà, va plus gros, va plus loin, et voilà, j'arrive sur la restauration parce que j'arrive sur un besoin que j'ai en fait. Je pars d'un besoin que j'ai de trouver un restaurant africain où je peux manger rapidement, des produits frais, où on va me servir vite, et aussi le besoin en fait de retrouver ce qui me plaît quand je retourne un peu en Afrique, c'est le poulet brisé, poisson brisé, tout ce qui est grillade, voilà, tout ce qui est grillade un peu, et du coup vraiment cuit au charbon de bois, pas au four, pas au truc. Donc c'était l'exigence dès le début, c'est vraiment de faire du charbon de bois. Et donc du coup voilà, finalement je commence à mûrir cet autre projet, parce que les projets dans ma tête il y en a beaucoup. Ouais. Et du coup je me focalise un peu plus sur celui-là, et j'abandonne pas pour autant en wed, hein, ça me plairait toujours, mais voilà. Je pars sur celui-là. Longue intro, mais voilà, qui est Vanessa, c'est ce pas, enfin, je sais pas si c'est tout moi, ouais, mais c'est mon parcours, si je puis dire, qui est celui-là. Après, je suis plein d'autres choses, mais voilà. On va en parler, t'inquiète pas. Je ne suis pas inquiète, mais je vous dirai pas tout. Faut garder une part de mystère. C'est ça. Quelle a été la réaction de ton entourage quand tu as dit que tu voulais te lancer dans la restauration? Typiquement ton conjoint, la famille, les amis. Bon, mon mari, heureusement, c'est qui il a épousé, donc il m'a regardé, il était là. Comment ça, tu vas démissionner? Attends. Quoi? Tu vas reprendre depuis le début. Ok. Et après, ça se passe comment pour l'argent? Ouais. Les charges, la part, le crédit, le truc, le machin et tout. J'étais là, non, t'inquiète, on va gérer. Il m'a dit, sois plus clair. On va gérer, ça veut dire quoi? Mais comme il sait très bien qu'il a épousé, il sait que rien n'est vraiment irréfléchi dans ma décision. Donc c'était quand même réfléchi, calculé plus ou moins, hein, parce enfin ça s'est pas passé comme prévu, et de toutes les façons je savais que ça allait pas se passer comme prévu. Mais le risque, voilà, j'ai mis des garde-fous qui étaient finalement très loin, mais ils étaient là quand même. Donc du coup, il m'a plutôt encouragé. Franchement, voilà, il est comme ça. Il savait de toutes les façons comment j'ai toujours voulu entreprendre. Donc il savait qu'à un moment donné, ça allait arriver. Il savait pas quand. Et je pense qu'il m'aurait même dit vas-y plus tôt. Donc de ce côté-là, lui, il y avait pas de problème. Moi, ma mère, par contre, j'ai mis jusqu'à aujourd'hui, non? Non, si, j'avais démissionné. J'ai démissionné en décembre. Je lui ai dit en août de l'année d'après que j'avais
que j'avais tu te démissionné, lançais sur un que autre je projet. me lançais et que Et- en fait il fallait que je lui présente limite mon business plan, Ouais. tu vois. Je savais pas que je vienne lui dire oui j'ai envie de no way. Ouais, elle avait besoin d'être rassurée. Elle avait besoin, voilà, je suis mes parents. Ouais. L'école de commerce, C'est ça, pour aller faire un Voilà. restaurant. pardon. Et les prêts, les Mais machins, c'est ça, tout et ça. surtout Ouais. pas d'argent, On tu va- vas gagner, tu vas manger comment? Les T'as des enfants et enfants, tout. ouais. En plus, je venais d'accoucher, le petit, quand je lui dis ça, le petit a, je sais pas, 2 mois, je crois. Ouais. Et elle est là, elle me regarde, genre. Et je Elle lui est dis- folle. Non, je commence en lui disant, je t'ai pas dit depuis, parce que je savais que t'allais mal réagir. Du coup, elle Là, était coincée, ouais. elle s'est dit, elle peut plus mal réagir, C'est tu vois, clair. parce que je l'ai coincée C'est direct. Et donc, je raconte, et bon, première réaction, elle se dit, elle me dit, mais t'es folle, t'es vraiment une malade. Mais comme elle aussi, elle connaît sa fille, elle se dit, allons-y, Ouais, t'as besoin elle de t'a suivi, quoi, elle t'a encouragé. voilà, mais non, il faut dire la vérité, sa première réaction, c'était... Oui. Qu'est-ce Ok. que ça veut dire? Mais après, franchement, c'était que des encouragements, allons-y et tout. Mhm. Après, c'est marrant parce que justement, souvent, l'entourage voit ce que nous on voit pas, parce qu'après, les potes, les trucs, ils étaient là, on savait que t'allais le faire. Enfin, Ouais, on si on attendait avait juste de savoir bien quand. une Mhm. qui allait se lancer, c'était bien toi, machin. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que finalement, t'en parlais beaucoup de te lancer. Ouais, et mais que tu passais pas à voilà. l'action. Non, mais que tu te rendais même pas compte que les gens avaient vu en toi une entrepreneuse, que toi t'étais là, mais est-ce que t'es sûr, est-ce que tu machin, quand tu mûris, enfin quand tu nourris ton truc, tu te rends pas compte et en fait les gens voient que t'es faite pour ça et que c'est ce que tu veux faire et que voilà. Donc sinon que des encouragements depuis, que plein de potes qui viennent manger au resto, donc C'est cool. font du chiffre, Dont moi. merci les potes. Big up à vous. Revenez quand vous voulez. On vous attend plusieurs fois par semaine, merci. Voilà. Donc, Ok. ils ont plutôt bien réagi. Cool. Et qu'est-ce qui est selon toi ton plus grand challenge? Enfin, du moins, quel a été ton plus grand challenge au moment de te lancer? Les entrepreneurs. Putain, les entrepreneurs, je parle du bâtiment. Si, merde. D'accord. Ah oui. Ouais. Non, mais j'avoue que entre le moment où j'ai nourri le truc, que j'ai mûri, pardon, ouais, j'arrête pas de dire, oui, c'est la Tu même le chose, nourris aussi, d'ailleurs, ouais. Je le nourris. Et il y avait pas beaucoup de challenges. Je pense que j'ai fait des trucs pour me rassurer, des formations, des trucs, des machins. C'était vraiment pour me rassurer. Mais vraiment, la partie... J'avais un local, vous avez pas les images, on n'est pas à la télé, mais le local, c'était une poubelle. Tout le monde, tous les gens qui ont vu ça m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Donc, je pense que le local t'es le plus gros challenge parce que la restauration, on dit, il y a 3 choses importantes en restauration. C'est l'emplacement et l'emplacement. Donc, partant de là, il fallait trouver un local bien placé. Je l'ai trouvé, mais c'était une poubelle. Donc, fallait tout retaper. Voilà, il fallait tout retaper, tout refaire. Et donc, du coup, finalement, trouver l'argent pour le faire, finalement, c'était plus facile que gérer la les partie entrepreneurs dans les travaux. C'était folklorique. J'en paye encore les frais, ouais. Mais voilà, c'est le premier, c'est les erreurs du début, mais c'était compliqué. Typiquement, c'était censé être 1 mois de travaux, ça a pris 3 mois, voilà. Ouais. Et oui, autre challenge, c'était toujours dans le local, c'était j'ai eu la chance de tomber sur une gentille copropriété qui a bloqué aussi mes travaux pendant 1 mois, voilà. Ouais. Donc tout ça ne facilite pas. Donc voilà, je pense que c'était vraiment le challenge c'était dans la réalité, j'ai pas eu de challenge genre trouver l'argent, oui, des banques m'ont dit non, je suis tombée sur le pire conseiller dans une banque qui m'a déplacé avec un nourrisson de 2 semaines sous la canicule pour se foutre de ma gueule. Ouais. Et pour m'expliquer que comme il avait eu une copine vaguement dans sa jeunesse qui était ivoirienne et connaissait toi la cuisine africaine et que c'était pas la peine que je lui présente mon projet dans le détail. Ah, sympa. Voilà. C'est vrai que la cuisine africaine se limite qu'à un seul pays. Non, mais du coup, non, c'est pas parce que t'as une copine que tu connais tout, en fait. ouais, de c'est toute ça. façon, le projet, je t'ai pas présenté mon projet, t'as beau même connaître la cuisine africaine. Tu sais pas du tout ce que je veux faire. Tu ne sais faire. pas ce que je veux en faire, tu ne sais pas comment je compte le présenter, donc, et c'est lui qui ose me dire, non, je te finance pas. J'ai dit, merci de m'avoir déplacé sous la canicule avec un nourrisson. Pour me dire non. Non, mais en fait, c'est juste ça qui m'a fait chier. Après, j'ai claqué la porte, j'ai écrit un long mail à son directeur qui l'a bien, qui l'a bien chargé derrière parce qu'ils ils ont bien regretté de pas me financer. Une fois qu'ils ont su que leur boss était vénère,
leur boss en au-dessus même du directeur d'agence, parce que du coup, je suis allée frapper à toutes les portes et elles sont plutôt ouvertes en termes de financement, donc voilà. Comme quoi, c'était juste une petite épine. Non, voilà, c'est et pour ça que encore. je dis que le challenge n'était pas là. Souvent, on dit oui, se lancer, c'est une question de financement. Une fois que quand le truc est dans la bien réalisation, écrit, bien ficelé, qu'on sait ce qu'on vend, en général, quand on y croit, les gens y croient. Enfin, faut pas juste y croire, il faut le chiffrer, il faut leur expliquer, il faut le truc, mais quand c'est bien monté, en général, ça passe. Donc c'est pas vraiment ça, c'est pas un challenge. La connaissance, oui. Après, la restauration, c'est un milieu c'est un secteur particulier, ça a des codes que j'avoue que je connais, c'est pas T'as rencontré totalement. d'autres restaurateurs justement avant de te lancer pour avoir des conseils? En fait, il y a plein de choses. Dans le parcours, avant, je travaillais donc chez Diverset. Diverset vendrait des produits d'hygiène, mais en restauration aussi. D'accord. Donc, du coup, ce qui fait que j'ai rencontré des restaurateurs dans un autre cadre, dans un cadre encore plus, la seule chose qu'on demande en restauration, en tout cas pour se lancer, c'est l'hygiène et la sécurité en termes de formation. Donc, je les ai rencontrés dans la partie la plus dure de leur truc. Ouais. C'est l'hygiène et la sécurité, c'est le point le plus important de la restauration. Et donc, je les ai rencontrés sur ces points-là. Donc, j'étais hyper sensibilisée sur ça, vu que je vendais des produits d'entretien. Et du coup, je voyais comment ils travaillaient, comment ils fonctionnaient, comment ça se passait. Donc du coup, oui, j'ai rencontré indirectement des restaurateurs. Du coup, d'ailleurs, chez Diversa, ça m'a permis de rencontrer des futurs fournisseurs parce qu'on travaille avec des gens comme Pomona et tout ça. Donc du coup, entre guillemets, je connaissais une partie de la restauration, mais après dans le concret, je vais pas te dire que j'ai fait un CAP cuisine, je peux pas te dire que je suis calé sur ça, absolument pas, mais ça me fait absolument pas peur parce que tout s'apprend en fait. Oui, tout s'apprend sur le tas, à force de réaliser. Il y a pas de raison tant que c'est propre et que t'empoisonnes pas les gens, après voilà, tout le reste s'apprend quoi. Donc une fois que j'avais la sécurité et l'hygiène, il suffit que les plats soient bons et qu'il faut être pragmatique dans le réfléchir son truc. Les restaurateurs, ils me disaient, pourquoi t'as pensé à ça? Je disais, non, mais je me suis dit, si je sers un plat en 10 minutes, ça va pas le faire. Donc, je me suis dit, mais comment je fais pour le servir en 3 minutes, en 5 minutes, chronométrer ses temps de cuisson, faire des recettes, quand tu prépares pour 10 personnes chez toi, c'est pas comme tu prépares pour 200. Ouais. Ça, c'est un truc, d'instinct, quoi. Mais, c'est clair qu'en restauration, c'est des trucs. J'avais pas les codes, comment tu fais pour calculer, mais j'ai testé, jusqu'à trouver la recette, voilà. Et tu t'es fait accompagner dans la création de ton projet, il me semble, par l'ADI? Oui, je me suis fait accompagner pas que par l'ADI. Je me suis fait d'abord accompagner par Pôle emploi. Ah. Ouais, ils ont fait un truc bien dans ils ont pas que déconné sur mon dossier, ils ont bien déconné sur mon dossier, mais sur ce point-là, en fait, ils m'ont envoyé chez un organisme extérieur, en fait, qui gère la création d'emplois, je sais plus comment ça s'appelait. Mais justement, c'est cet organisme-là, quand je suis arrivée, elle a dit, non, mais attendez, votre truc, il est déjà écrit, vous avez pas besoin de moi, je vous réoriente vers l'ADI. Et en même temps, elle m'a réorientée aussi vers France Initiative. Oui. Donc du coup, qui s'appelle ici Initiative Pleine Commune du coup. D'accord. C'est par département? Ouais, par ville. Par ville. Je sais plus trop, mais c'est par secteur, on va dire. Okay. Et donc Initiative Pleine Commune qui m'a accompagnée vraiment pour aller vite sur la partie calcul chiffré, ça m'a rapporté combien, j'ai gagné combien, il faut que le plat me coûte combien, mais vraiment surtout sur le chiffrage, sur une présentation sur la partie financière, plan, mais surtout sur la partie financière, parce que voilà, j'ai raconté l'histoire leur suffisait, il fallait surtout chiffrer. Donc on a fait ça. Et je dirais que l'ADI, c'était aussi l'histoire. Un peu plus l'histoire, un peu plus les détails des chiffres, un peu plus, voilà. Les deux étaient vraiment hyper complémentaires dans le truc. Donc je suis allée hyper vite sur le chiffrage avec France Initiative et j'ai pris un peu plus le temps avec l'ADI parce que c'était sur 2 mois. Ça existe plus maintenant. C'est Créajeune à l'époque. Créajeune, c'est 2 mois, mais maintenant c'est 2 semaines et c'est plus limité qu'aux jeunes. Maintenant, c'est ouvert. C'est ouvert, ok. Oui, je crois que c'est jusqu'à 30 ans ou un truc comme ça. Exactement, et maintenant, c'est plus que sur 2 semaines, mais je crois que j'étais l'une des dernières promotions sur 2 mois et c'était génial. Bon, j'étais à terme de grossesse, c'était trop marrant. Le sacré marathon. En formation, moi, j'avais, du coup, je sais pas, 29 ans ou 30 ans, et les autres étaient jeunes, du coup. Ils avaient 18 ans, 20 ans. Moi, j'étais là, j'arrivais avec mon long ventre. Ils avaient tous peur que c'est ça, va perdre les os un jour. Mais c'était hyper intéressant parce que du coup on entrait dans le détail de le plat va avoir quelle forme. C'est hyper global, hein. Les gens qui nous accompagnent sont pas des spécialistes, c'est pas des restaurateurs, mais
c'est génial parce que ils questionnent naïvement entre guillemets, c'est pas naïf mais ça t'amène à te poser ils toi-même les bonnes questionnent questions. tout le temps. Ils disent mais pourquoi t'as choisi ça, pourquoi tu veux faire comme ça, pourquoi, et du coup tu dis bah ouais, je vais faire comment ça, je vais faire comment, et du coup là tu rentres vraiment dans le détail de ce que tu vas faire, et franchement c'est génial. Donc voilà, l'ADI c'était vraiment top, une équipe de malades, franchement. L'équipe d'aujourd'hui n'est plus celle d'avant. Je connais pas la nouvelle équipe, mais l'équipe que j'ai eue vraiment, d'ailleurs, Mamadou. Dédicace. qui m'a, parce qu'on passe un casting, il devant un jury, voilà, ouais. Non, il sélectionne déjà en amont, et franchement, et la responsable aussi, franchement, ils ont été vraiment top. Ils ont été top parce que, pour la petite histoire, c'est qu'au final, ils avaient tellement peur que j'accouche que le dernier jour, juste avant, on passait les oraux, le mardi, je crois, et j'ai accouché le vendredi du dernier jour de la formation. Ah ouais, d'accord. Dernier jour. En fait, j'ai fini la formation, dernière minute, terminé, le dossier bouclé, et là, je les appelle lundi, en fait, je vais pas pouvoir être là. J'ai accouché. Ils étaient là hyper gentils, ils m'ont fait passer sur un autre jury de la promo d'après, donc j'ai passé mon oral 1 mois après d'avoir accouché, c'était aussi folklorique. Ah ouais. Il fallait faire garder un nourrisson, machin. Et t'avais Sacha aussi, du coup. Et j'avais Sacha aussi, et c'était compliqué, mais tu l'as fait. Ouais, voilà. Donc voilà, super l'ADI, franchement, mais même France Initiative, Stanislas aussi top. Donc je me suis fait accompagner. Je dirais que dans mon cas, c'est vrai que tout le monde me le disait, mais tu sais déjà ce que tu veux faire, enfin limite pourquoi t'es là. Ouais. Bah ça m'a rassuré aussi parce que psychologiquement parfois psychologiquement c'est toujours cool que tout le monde te dise bah non, c'est bien ton truc, vas-y, c'est bien, c'est pas grave, il manque ci, manque ça, t'as besoin de 200 000 euros, bah t'auras que 50 000, c'est pas grave, tu pourras quand même faire comme ci, comme ça, et après tu verras quand t'auras d'autres 50 000, bah, comment faire plus et tout. Ça rassure de se faire accompagner, je trouve. Ok. Quand on sait que 1 restaurant sur 3 ferme au bout de 3 ans, d'après les chiffres, est-ce que ça t'a pas freiné? C'est drôle, pas du tout. Mais absolument pas. C'est les stats, en plus, quand on fait son business plan, c'est les premiers trucs qu'on sort, enfin, que nous-mêmes on voit. Donc, c'est les premières questions le premier questionnement de tout, du banquier. Même quand tu présentes ta initiative, lui, il est là pour que ton truc, que tu présentes un truc clean. Donc, c'est la première chose qu'il dit. Bah, attends, tu vas peut-être te casser la gueule. Pourquoi on va miser sur toi? Parce que initiative, finalement, te fait aussi un prêt d'honneur. Donc, ils mettent aussi l'argent de l'Europe, mais ils ont un budget à gérer, donc ils doivent arbitrer. On passe quand même devant. Ouais, ça m'a fait aussi bien peur quand je suis rentrée dans la salle d'initiative pour le prêt d'honneur, qu'il y avait 13 mecs en face de moi. J'étais là. Ah ouais. Nombreux. Quoi, banquier, comptable. Ah ouais, d'accord. Du coup, il faut un truc solide, et donc je me suis posé cette question dès le départ. Enfin, on me l'a posée et je me la suis posée. Ça me fait absolument pas peur parce que j'ai pas la prétention de dire que je crée quelque chose de différent. Même si je l'ai, un peu. T'as le droit. Mais je dirais que, en fait, c'est l'échec qui me fait pas peur. Bah, je l'aurais fait, en fait. Ouais. Tu serais allé au bout de ton truc. J'aurais essayé, j'aurais tout donné. Ce qui me ferait chier, c'est de fermer au bout dans les 3 ans et de ne pas avoir tout fait pour que ça réussisse. C'est ça qui me ferait chier. Le fait de fermer en soi, c'est pas un problème pour moi. C'est pas un problème. Je vais pas fermer. Oui. C'est ça. Déjà, faut commencer par ça. Non, mais je le sais. Donc c'est pour ça que je dis que ça me faisait pas peur. Mais même si je ferme, au moins tu serais allé au bout de ton projet. Je serais allé au bout. J'aurais tout donné. Et quand je vois en 6 mois d'ouverture tout ce que j'ai déjà appris, mais je ferme demain, mais ce sera pas perdu. Pas d'argent. Tu seras sec. Je serai sec, mais tu pourras rebondir derrière. Clairement, une fois qu'on a sauté, mais on n'a qu'une envie, c'est de ressauter, ressauter. T'auras peut-être d'autres idées qui vont se développer. Voilà, franchement. Et justement, tu pars déjà de ce postulat de, en fait, c'est drôle, mais finalement, c'est même une excuse toute trouvée. Bah, attends, si j'échoue, je suis pas plus nul que les autres. Les autres, ils étaient bons, ils ont fermé aussi. Donc ça, je suis pas stressée par ça. Je me dis, mais attends, c'est comme quand t'arrives dans un truc, on dit, mais personne n'y arrive jamais à sauter cet obstacle. Mais pourquoi t'es stressé par l'obstacle? T'es même pas stressé parce que tout ce qui pourrait t'arriver de pire, c'est de réussir, mais que tout le monde échoue. C'est ça. Donc t'es pas stressé. Moi, ça me stresse absolument pas, et de toute façon, je suis tellement persuadée que je vais y arriver que... Tu vas y arriver.
que voilà, mais je sais aussi que si j'échoue, c'est pas un drame. c'est pas la fin du monde. Ouais. Franchement, c'est qu'un resto, c'est qu'une entreprise. Tant que mes enfants et moi et ma Vous famille allez bien. et tout le monde est en bonne santé. On relativise vite. Voilà. On dit souvent que les métiers de la restauration sont très exigeants et qui sont difficiles. Toi, t'as décidé de te lancer seule en étant maman de 2 enfants. Du coup, ma question, forcément, c'est comment tu t'organises au quotidien? J'allais dire un gros mot. Attention, censuré. C'est compliqué, c'est un métier, mais c'est pas une légende. Hein. Tout ce qu'on dit, toutes les grandes phrases, enfin, tout, parfois ça freine des gens et je peux comprendre, hein, mais c'est la vérité. C'est dur, c'est des horaires surtout quand tu fais le frais, tu m'étonnes que tu vois plein de restaurateurs qui passent au congé, au surgelé, mais parce que c'est dur de tenir un standard, de tout le temps avoir des produits frais, de tout le temps faire, enfin, moi j'ouvre de 11h à 14h et les gens ils pensent que je travaille de 11h à 14h. Ouais, non, sauf ma qu'ils journée commence voient à pas ce qui se 5h passe du matin, autour. Ouais. elle finit à 23h et j'ai l'impression de pas avoir fait même pas 80% de ce que j'étais censée faire pour que mon resto soit au top et que tout soit nickel. Donc c'est dur de s'organiser, c'est pour ça qu'il faut avoir un mari extraordinaire, Dieu merci, une maman aussi extraordinaire, Dieu qui merci. peut aider. Parce que du coup, quand je suis fatiguée, t'as beau aimer tes enfants de tout ton cœur, parfois t'as besoin de dormir et elle prend le relais, ou ton mari. Quand t'as un problème de fournisseur et qu'il faut que t'ailles faire les courses à la dernière minute, bah tu fais des appels, tu dis bah s'il vous plaît. Et d'un autre côté, bah t'as pas envie de pas voir tes enfants, donc du coup t'essayes de tout faire pour les voir le plus possible. Et c'est dur, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut savoir pourquoi on le fait. Il faut que ça nous anime. C'est pour ça qu'on dit qu'entreprendre, il faut... Même si, moi, je suis pas partisane forcément de dire qu'il faut que ce soit ta passion. Dans le sens où, voilà, tant que tu fais ça dans un but clair, où tu sais que ça va te faire du bien, ou ça te fait du bien, même si c'est pas le business du siècle, ben, tant que t'as un but réel, ben... Tu perds pas de vue ton objectif. C'est sur ça que tu t'accroches, en fait, quand tu vois pas tes enfants, quand, en fait, tu les as vus 2 heures dans la journée pendant une semaine, bah, du coup, c'est à ça que tu te raccroches. Et si ton but est un peu vacillant, s'il est pas si clair que ça pour toi, s'il te rapporte rien, et que t'apportes rien au monde, bah, c'est clair ça que devient t'abandonnes, en fait. Ouais. T'abandonnes hyper vite. Donc, il faut être assez clair sur ça, comment je m'organise, pour revenir à la question, comment je m'organise, ben, tout est cadré, tout est timé, tout est timé vraiment. Ouais, l'organisation. Même si je déborde, c'est l'organisation. Moi, je dis souvent, je suis logisticienne. Je suis dans la logistique en permanence, tout est prévu. Quand mon mari me dit pas qu'il a une réunion qui commence à 7h du mat, j'ai envie de le tuer. Je me dis, mais attends, tu veux que ça comment? C'est ça. Ma préparation, mon riz rouge, ça prend 4 heures à cuire. C'est ça, tu te vois déjà. Il faut que je les dépose et tout. Ou bien il faut que je les récupère plus tôt, comment je fais? Là, il a voyagé aujourd'hui, c'est genre, là, on fait, je t'ai dit, même pour faire cette interview, bah voilà, c'est l'orga, derrière. Tac, on sait qu'on a jusqu'à telle heure. Non, mais demain matin, il va falloir se lever plus tôt, donc du coup, voilà. Mais quand t'es organisé aussi, ça évite de les stresser, les enfants, parce qu'ils le sentent très vite quand on est stressé. Et il faut que les moments passés avec eux soient des moments de qualité. Pour gérer tout ça, c'est de l'organisation. Il faut toujours quand même privilégier, savoir on fait aussi ça pour ses enfants, donc toujours dégager du temps pour eux. J'essaie d'avoir vraiment toujours une journée qui leur est consacrée, même si on décroche jamais vraiment. Mais il y a toujours une journée dans la semaine où je déconnecte un peu. Voilà. Ouais. T'arrives à faire ça? Oui, parce qu'ils font de la sieste. Quand ils font la sieste, bah, ce que t'as pas pu faire, bah, tu le fais. Mais il faut aussi se reposer, sinon t'es crevé. Les journées sont longues, donc si tu prends pas le temps de souffler, bah, tu tiendras pas longtemps. Donc, Comment t'occupes ton temps avec eux, justement? T'as des activités que tu fais, que tu privilégies? Des petites idées? Parce que moi, il va arriver à l'âge où, enfin, il est déjà à l'âge où il faut trouver des idées d'animation. Et je t'avoue que des fois, je sèche. Bah, il y a plein de choses. C'est marrant parce que les enfants, nous, on a toujours l'impression qu'ils ont besoin de plein de choses, mais ils ont besoin de pas grand chose. Juste, déjà, il y a des choses qu'on fait pas, c'est s'asseoir et jouer avec eux.
jouer avec eux, mais ils sont tellement contents quand on joue avec eux, montrer leurs trucs. Sacha, il adore lire, donc même aller voilà, des choses qu'on fait plus, aller à la médiathèque. Oui, aller à la médiathèque avec lui, il adore. Il sait pas lire. Ouais, mais d'accord, il a juste, 3 ans, mais les livres, il adore. Mais parce que aussi, dès le départ, je m'étais dit, il avait son temps calme avant de dormir, c'était la lecture. Donc du coup, il adore les livres. Maintenant, il s'assoit, il lit tout seul. C'est cool, hein. Il prend les livres comme ça, maman, je veux un livre, je veux lire et tout. Donc la médiathèque, c'est une activité. Là, justement, je l'ai inscrit au sport là pour au début judo et tennis, mais pas pour qu'il devienne champion. Enfin, s'il pouvait devenir. Si c'est sa passion, tant mieux. C'est pas pour le forcer, c'est pour avoir ces moments-là où je vais le chercher. On parle du sport, il parle de l'école. Voilà, c'est des moments privilégiés. Voilà, c'est plus essayer de passer du temps. Enfin, aller même au parc, mais aller au parc avec lui. C'est des choses que tu fais pas quand t'es tellement dans ta journée, tu prends pas le temps, tu rentres, tu dis il faut qu'il mange, il faut qu'il dorme, t'es en mode pilote automatique. Il faut qu'il soit couché à telle heure, il faut qu'il soit truc. En fait, t'es plus dans ton planning que dans passer du temps qualitatif. Voilà, du temps qualitatif. Donc je te dirais, essayer de déceler ce qu'ils aiment. Lui, il aime jouer au foot. On a le jardin, je sors avec lui, on se fait une demi-heure d'échange de balles. Voilà, c'est déjà ça. Je sais qu'il est. Essayer de matcher avec les trucs qu'il aime. Marcus, lui, il aime la musique, donc on met la musique à fond. C'est bien, tennisman, musicien. On met la musique à fond à la maison, on danse, il est hyper content. C'est lui qui tient les baffes, il a l'impression que c'est lui qui joue la musique. C'est lui le DJ. Et il est hyper content, il est à fond. Et voilà, c'est ça en fait. C'est ce moment où toi-même, tu te dis dans ton cerveau, non, il faut là que j'en profite. Et voilà. J'ai l'impression que c'est le plus dur, ça, pour... oui, parce que quand ils sont petits, il n'y a pas 1 million d'activités. Et pour eux, finalement, ça suffit. Parce que dire que tu vas traverser tout Paris pour aller regarder un musée avec un enfant qui veut juste se dépenser, ça sert à rien. Quand ils seront plus grands, ok. Mais là, et déjà, quand tu as des journées chargées, faut réussir à le caler, ça. Voilà. Faut dire déjà, je passe 1 heure où je suis 200% sur lui. Voilà. Et si le week-end, ça peut être une journée où je suis son rythme, il veut dormir, il dort, il veut manger, il mange, je sais pas. Dépêche-toi, il faut que tu ailles te coucher, lève-toi vite, maman elle doit arriver au resto à telle heure. Pas trop les stresser non plus. Voilà, c'est plus ça, mais c'est de l'organisation. Je suis d'accord, je détiens pas la vérité. C'est pas tous les jours facile. Il y a des jours où je suis épuisée parce que tu veux faire ça, tu veux profiter, du coup tu fais pas une sieste et après qu'est-ce qui se passe? T'es crevé. T'es crevé parce que t'as voulu passer 1 heure avec ton fils et du coup derrière ta journée au resto tu subis parce que c'est physique aussi la restauration. Donc voilà, j'y arrive pas toujours. Il y a des jours aussi je suis énervée et je les stresse un peu, mais c'est normal, on est humain. Je pense qu'il y a aucune maman qui a la vérité, parce que quand tu vois même des grandes stars comme des Serena Williams ou des Beyoncé qui te disent qu'elles sont au bout de leur life. Oui. Voilà, on est tous humains après tout au final. Voilà. On est d'accord qu'on sort tous du ventre d'une femme. Et, Dieu merci qu'on a une humanité, mais tant que moi je dis toujours, je disais ça encore à notre copine Christelle que tu connais, je disais encore, en fait, être parent, c'est faire comme on peut avec ce qu'on a. Ouais, clairement. Donner de son mieux, mais avec à un moment donné, personne n'est super maman, personne n'est super parent, personne n'est... voilà, Superman, il existe qu'à la télé. En fait, c'est un acteur en réalité qui a une vie comme tout le monde et qui a ses problèmes. Donc, à un moment donné, il faut pas se stresser. Il faut pas non plus faire tout et n'importe quoi, dire je m'en fous, je suis humain, j'ai qu'à abandonner mon enfant. Mais c'est juste dire, à un moment donné, tu fais ce que tu peux. Mais moi, je dis toujours, quand maman est bien dans sa tête, les enfants, il est bien dans sa tête parce qu'on s'en occupe bien. Faut pas culpabiliser de se dire, ok, j'ai peut-être pas vu mes enfants toute la semaine, mais malgré tout, je vais les laisser à leur père samedi matin parce que j'ai besoin de dormir. Voilà, ça, parce qu'en fait, l'après-midi, elle sera nickel, je vais en profiter pleinement, maman, elle sera en pleine forme, pas maman qui va râler du samedi matin au samedi soir sur eux et qui va les faire chier. Voilà, à un moment donné, il faut savoir faire la balance. La parentalité, c'est comme on peut avec les moyens du bord. Exactement. Voilà. Bon, on dit qu'il faut savoir aussi prendre du temps avec les enfants, faut pas oublier aussi les conjoints. Est-ce que vous y arrivez ?
Franchement, on essaye. Ouais. Moi, je sais, je sais que je suis pas très réseaux sociaux à la base et pas très truc, mais finalement, j'ai piqué une idée, je sais plus, j'ai vu ça en passant comme ça sur Insta, une nana qui disait il se force à avoir un date. Et en fait, sinon t'es mort. Ouais. Enfin, sinon, tu te laisses emporter par le flow. Sinon t'es vraiment logisticien, tu vois, comme je disais tout à l'heure. Sinon vous parlez de à quelle heure tu vas chercher les petits. Ouais, c'est que ça. On a à bouffer, on n'a pas à bouffer, qui fait les courses, qui fait à manger. Et c'est hyper dur, hein. C'est exactement comme les enfants. Un moment où tu te dis... voilà, arrêtons même de parler d'Afroïde, tu vois, parce que tu pollues ton conjoint avec ça, et le mec il te regarde, c'est hyper intéressant, mais bon, on peut parler d'autres choses, de nous, de trucs et tout, et c'est hyper important, par exemple, même pour son anniversaire, j'ai un week-end, on était tous les deux, on a pris, même pas quitté Paris, truc d'Anguin, là, je sais pas, Barrière, le casino Barrière, voilà, tranquillou, en amoureux, petit dîner aux chandelles, tout ça. Mais vraiment, il faut, sinon, il est pas là que être pour ton roc et ton rocher sur lequel tu t'appuies, tu vois. À un moment donné, c'est l'équilibre de tout le monde, le sien, le tien, et il n'est pas que là pour te donner, toi aussi, il faut que tu lui donnes, tu vois. Il faut que tu lui donnes pas qu'un peu, complètement. Enfin, tu vois, il y a pas de 70-30, il faut que ce soit un parfait équilibre. Du 100 pour tout le monde. Donc, mais toi, ton activité, elle prend tellement de temps, de place dans toute l'organisation que vous avez, que forcément, à un moment donné, il faut que tu contrebalances aussi autant. Donc, c'est pas, une fois de plus, c'est pas facile. J'ai pas la vérité. C'est clair. J'ai pas la vérité, mais moi, j'ai trouvé que c'était un bon tips de se dire, une fois par mois, merci encore mamie, une fois par mois, pour qu'on puisse se retrouver tous les deux. Je dis que voilà, c'est ça aussi parfois d'avoir la chance d'être entouré, de pouvoir se permettre, ce genre de choses. Si on peut pas, on essaie de s'organiser autrement, de se dire, on couche les enfants tel jour plus tôt, et on essaie de se faire un dîner à deux qui change un peu, voilà. Nous aussi, en plus de ces dates de moi, là, on a nos vendredis soirs. On a nos vendredis soirs, c'est sacré, on n'y touche pas. On n'y touche pas. Et vous faites quoi le vendredi soir? Fatigué, à refaire le monde, voilà, tu sais, Eric est un panafricaniste. On partage surtout sur le monde, sur notre vision, sur est-ce qu'on est où on veut être. Mais chaque vendredi, on refait le monde, tu vois, on refait tout bien, ça. Chaque vendredi. À part qu'on a un truc à faire, une soirée ou un truc avec des potes, peu importe. Mais notre vendredi soir est sacré, c'est bien ça. Vendredi soir chez nous. Et comme ça, tu relâches toute la pression de la semaine. Complètement, vraiment, c'est hyper sacré. T'entames le week-end du bon pied. Voilà, on couche les enfants et on prend l'apéro jusqu'à... C'est bien ça. Voilà, les petits tips, je sais pas si c'est la vérité, mais chez moi ça marche. Parfait. Je suis encore mariée, donc ça va. Jusqu'ici, tout va bien. Ça va. Alors, on approche de la fin. Dis-moi. J'ai une question encore existentielle. Bien sûr, j'adore les questions existentielles. Je sais que je peux parler pendant des heures. Bizarre de parler à un micro pour moi. mais en off, je me connais. Comment conjugue-t-on, selon toi, ambition professionnelle et maternité? J'adore, à chaque fois, elles ont la même réaction. Vaste question, encore une fois. Je dirais même parentalité, mais là, on parle de maman entrepreneur, donc ce serait plus maternité. Je dirais que c'est plus la question qui me dérange dans le sens où pourquoi on parle de combinaison comme si ça faisait pas partie de la même chose. Pourquoi ce serait opposé, en fait? Pourquoi ce sont, on dirait, deux contraintes, deux problèmes. Pour moi, c'est deux chances. Pouvoir avoir les deux, c'est une chance. Voilà. Pouvoir avoir une ambition professionnelle, se réaliser hors de sa maternité et pouvoir avoir la chance d'être mère. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas envie d'être mère, c'est leur choix. Il y en a qui rêvent de l'être et elles n'y arrivent pas. Alors, si tu rêves de l'être et que tu l'es, c'est une chance. Et si en plus tu as d'autres ambitions que celle-là, et que tu peux avoir les deux, c'est une chance. Elles sont pas antinomiques. Et comme je disais tout à l'heure, on n'est pas là pour être des mères parfaites, et on n'est pas là pour avoir aussi des parcours professionnels parfaits. C'est comme je te disais dans la restauration, si j'échoue, mon ambition c'est de me relever. C'est pas mon ambition, c'est ma certitude. Voilà, une fois que tu as dit ça, tu fais
comme la maternité, comme tu peux avec ce que t'as. C'est la réalité, c'est tu te bats, tu donnes de toutes tes forces pour être une bonne mère, tu donnes de toutes tes forces pour être un bon entrepreneur ou un bon cadre ou une bonne directrice dans une compagnie ou voilà, tu t'arrêtes pas, je vois pas pourquoi. Être bien sûr que c'est plus dur, bien sûr que quand tu as des horaires pour aller chercher tes enfants, que l'éducation nationale a dit qu'on commençait à 8h20 et qu'à 16h tu récupères ton petit, et qu'à 16h tu dois le récupérer et que tu as des ambitions de fou qui du coup te demandent du temps, bah bien sûr que c'est compliqué, mais d'un autre côté, encore heureux que tu peux voir ton enfant avant 8h et que tu peux le voir à 16h parce que c'est génial, parce que ça veut dire aussi que d'un côté, bah tu peux profiter de ton enfant plus que quand tu commences à 7h du mat ton taf et que tu termines à 20h et que du coup tu le vois jamais et qu'en fait ta maternité c'est juste un enfant que t'as sorti. Et c'est dur pour ces mères-là et je peux comprendre. Et parfois il faut être réaliste, toutes les mères on le dit pas assez mais parfois tu les gardes une semaine, t'es là. Ouais, s'il vous plaît, repérez-les. Je te jure, je suis fatiguée. Moi j'ai passé le mois d'août entier avec lui. J'étais là, au bout de ta lèvre, tu dis, non, mais en fait, comment elle fait la nounou? Elle en a 4 à gérer. Moi, j'en ai qu'un seul. C'est ça. Donc, c'est une chance, cet équilibre. C'est une chance. On essaie toujours de dire, bah non, les deux sont pas opposés. C'est l'un nourrit l'autre, l'autre nourrit l'un. Parfois, t'es une meilleure employée parce que t'es mère et t'es une meilleure mère parce que t'es épanouie dans ton travail. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, comment concilier les deux? Ben, c'est toujours une question d'équilibre. Quand tu vois que la balance penche trop d'un autre côté, que tu travailles trop, bah, comment tu peux faire pour être plus efficient, peut-être? Et s'il n'y a pas moyen d'être plus efficient, bah, comment tu peux te réorganiser? Ne jamais délaisser l'un ou l'autre, parce que si, en tout cas, le côté professionnel t'apporte du bien. Parce que clairement, si ça t'apporte rien, démissionne. Enfin, clairement, change, trouve autre chose. Enfin, on n'a qu'une vie, on est sur cette terre, j'ai pas la vérité, je suis pas la meuf la plus heureuse de la terre, mais déjà, rien que d'essayer, moi je trouve que c'est déjà beaucoup d'essayer d'être meilleur. Mais l'être humain est jamais satisfait aussi, il faut en être conscient, on veut toujours plus, on n'arrive jamais à se satisfaire de ce qu'on a. Moi je dis, satisfais-toi de ce que t'as, mais ça ne t'empêche pas d'avoir de l'ambition. Il faut toujours essayer d'avoir plus, mais ne pas négliger ce qu'on a déjà. Donc voilà, prendre conscience des deux aspects de sa vie et de se dire voilà, on nourrit les deux comme on peut, sans négliger l'un, sans négliger l'autre. Et c'est l'un et l'autre vont se nourrir automatiquement. Et puis voilà. Et je disais encore, bah tu vois, ce matin dans nos discussions existentielles avec mon cher tendre mari, et je lui disais ce matin, bah tu vois, les gens me disent, parce qu'on parlait d'investissement. T'as jamais, et je suis en train de lui dire, mais tu vois, quand t'as besoin de 1000 euros, tu dis, bah, je me lancerai quand j'aurai 1000 euros. Et après, t'as jamais les 1000 euros. Bah, du coup, si t'as 500 euros, tu te lances d'abord avec 500, et après, quand t'auras 1000, tu te lanceras avec 1000. Et d'autres te diront, bah non, moi, je vais bouffer les 500, je sais pas si le projet va marcher. Donc, du coup, je préfère les bouffer, aller mettre ça dans un sac à main, et puis, tant pis, on verra bien demain. Mais moi, je dirais, je préfère investir mes 500 euros parce que même si je meurs demain, bah, j'aurais essayé. Et peut-être que je suis justement, comme on dit souvent, le bonheur, c'est le chemin. Bah, peut-être que moi, mon bonheur, c'est d'essayer des choses, d'essayer de me réaliser, et même si j'y arrive pas, bah je serais morte heureuse finalement. Et le bonheur, c'est peut-être pas d'avoir réussi ce truc avec ces 500 euros, c'est de juste d'avoir mis mes 500 euros pour y arriver. Donc voilà. J'adore. Je sais pas si ça répond à la question, mais voilà. J'adore. Très belle réponse. Est-ce que tu as des sources d'inspiration et de motivation au quotidien que tu aimerais nous partager? Ça encore. Que de questions. Au quotidien, j'ai plein là. On peut encore être ici demain sur les sources d'inspiration. Moi, pour pas raconter ma vie, quelque part, j'ai été élevée par 3 femmes extraordinaires. J'étais en fait finalement une enfant pourri gâtée qui l'a pas été très longtemps, mais le peu de temps que j'ai été, c'était génial. Parce qu'enfant, j'ai grandi avec ma grand-mère, mon arrière-grand-mère et mon arrière-arrière-grand-mère. Ah ouais, alors, ok. Quand une disait non, j'allais voir l'autre, et quand l'autre disait non, il y a toujours une qui disait oui. Donc et je les trouvais extraordinaires, ces femmes. Elles c'était des lionnes. Elles sont toutes les 3 plus là, mais c'était extraordinaire. Je me disais, mais elles peuvent soulever des montagnes. Tu sais, c'est comme la pub
maman fabrique de l'eau ou papa fabrique de la lumière ou je sais pas quoi, ou t'es époustouflé par quelqu'un qui allume une ampoule alors qu'elle a appuyé sur un bouton, mais toi tu sais pas, donc tu regardes. Pour ça c'est magique, quoi. Waouh, qu'est-ce qu'elles sont fortes, qu'est-ce qu'elle était déjà d'ailleurs, elle avait déjà un commerce, elle avait un restaurant d'ailleurs. Ah, bah ça t'a inspiré. Elle avait un restaurant et elle vendait les je viens de Tchan, un petit village du Cameroun, elle vendait des élevages, elle avait un élevage de porcs extraordinaire. Et donc du coup c'était déjà une femme d'influence dans le quartier, dans la ville et tout le monde la connaissait, mon arrière-grand-mère. Et du coup j'ai regardé sa mère et je regardais ma grand-mère et je me disais mais qu'est-ce qu'elles sont fortes. T'étais admirative. Donc du coup quand je vois leur parcours, mais enfin pour la petite histoire justement, mon arrière-grand-mère a refusé de se marier au premier homme qu'on lui a présenté. On est en 1920, tu vois, donc en fond du Cameroun tu refuses pas un mari. Ouais. Mais elle a dit niet, moi j'en veux pas. Et c'était mais genre 3e guerre mondiale dans la famille, donc c'est une rebelle. Et pour son mari, du coup, mon arrière-grand-père qu'elle a épousé, elle a traversé le Cameroun à l'époque où il y avait pas de train, pas de truc. Elle a voyagé avec les trucs sur sa tête. Elle raconte comment elle a traversé le fleuve. Elle arrive un endroit, enfin on lui dit il faut partir de Tchan jusqu'à Yaoundé. Bon, la géographie, bon, les gens la connaissent pas, mais en fait au milieu il y a une rivière à traverser, une grande, et elle a traversé la rivière. Et en fait du coup elle arrive et elle a tout, tu sais toute sa bouffe qu'elle a ramenée de son village pour aller voir son mari et tout, et elle arrive et on lui dit il faut prendre le bateau. Et elle dit comment on fait et tout, et on dit bah il faut payer. Et elle dit mais elle a pas de thune, tu vois. Et là elle dit bah qu'est-ce que j'ai fait, j'ai pris un sac de pommes de terre, je lui ai dit bah écoute je te donne mon sac de pommes de terre et tu me fais traverser. La meuf elle était en mode négoce. En mode négoce, elle négociait assez bien son truc et finalement elle arrive à traverser, elle perd la moitié des provisions du coup parce qu'elle fait du troc sur la route pour arriver, mais tu dis, elle sortait de nulle part, elle connaissait pas où elle allait. Elle suivait le truc et elle suivait son instinct. Et voilà, et elle suivait un peu et je trouvais que c'était extraordinaire parce que du coup, elle a réussi, elle est arrivée et voilà. Elle était amoureuse, de papy, Alors là, justement, triste histoire. Le jour où elle a perdu, on l'a perdu nous aussi parce que à ce moment-là, c'était tellement fusionnel que, tu vois, et c'était marrant parce que justement elle était hyper forte et on avait l'impression justement qu'elle avait pas besoin de lui, mais son équilibre venait aussi de là, tu vois. Mais bref, je la trouvais toujours extraordinaire d'ailleurs. Et donc voilà, les femmes de ma famille, ma mère, n'en parlons même plus. Elle a fait des trucs, quand tu grandis, tu dis, mais comment t'as fait ça, maman? Elle dit, mais j'ai fait, ma c'est ça. Elle se pose pas de questions, quoi. C'est pas si simple que ça, en fait, parce que moi, je peux pas faire ce que t'as fait. Elle sous-estime pas mal, Exactement, nos mères font des trucs extraordinaires, elles sont là, genre, c'est normal. J'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça, et t'es là, mais moi, je ferais pas le cas. Clairement. Quand ça m'arrive, moi, je meurs sur place. Je coule. Voilà, donc, les femmes de ma famille sont assez extraordinaires, j'avouerais. On a de belles femmes fortes dans ma famille, donc voilà, l'inspiration. Après, j'ai les mêmes inspirations que tout le monde. Mais tu vois, j'en parlais aussi à des amis récemment en disant que toutes ces femmes extraordinaires qu'on admire par leur parcours, une Oprah, une Serena ou une Beyoncé, mais je disais mais quand je vois le lot d'emmerdes qu'elles ont en parallèle, je suis juste là. On se rend pas compte, on voit que le côté féerique, quoi. En fait, finalement, j'ai pas envie d'être c'est ça. Vraiment, je vais juste l'admirer et je vais faire les choses à mon petit niveau parce que quand tu lis l'histoire de la meuf, tu dis no elle way. a une histoire de fou. Quand tu vois Serena et qu'en fait t'es là, non, on est en train de dire oui, on veut un équilibre, mais la meuf, son équilibre, elle a connu à plus de 30 ans parce que la nana, elle vivait, mangeait tennis. C'est ça. Sa vie, c'était ça, que tu aimes pas, t'as mal, tu pleures. Qui a envie de subir ça toute sa jeunesse? Nous, on voulait aller au ciné. C'est ça, sortir, les soirées, moi, tu me connais, moi, la première. Qui elle a arrêté les soirées pour devenir champion, première numéro 1 mondial. Voilà. Donc, je veux dire, ça vient avec son lot de pas de fardeau, mais c'est un prix à payer. Voilà. C'est un prix à payer et je les admire, mais parfois je me dis no way. Je suis bien là où je suis. Je suis bien là où je suis. Clairement. Small Giant, je préfère être à mon petit niveau et je suis très heureuse et je les admire parce que justement elles ont eu ce courage de porter ces prix énormes qui allaient avec la gloire et ça m'inspire parce que tout est possible en fait, tout est possible, peu importe ce que tu veux. Faut s'en donner les moyens. C'est vraiment dans la tête quand tu taffes, quand tu montres que tu peux, ça va au-dessus. Voilà. Mais il faut juste que les gens aient envie de payer le prix et parfois le prix, il y a des choses sur lesquelles je dis non.
Moi, je dis, c'est trop pour moi. c'est trop pour moi et est-ce que ça va me rendre heureux? C'est toujours ce qu'on disait, c'est quoi la finalité, c'est quoi le but, où est-ce que tu veux être? Et moi, à un certain niveau, je dis, moi, je suis bien. Je reste là, voilà. C'est pas rester à ma place parce que quelqu'un a défini que c'était ma place et comment je me sens. Et si je sens que cette place me plaît, bah voilà. Et comme j'aime toujours aller aussi plus loin, bah je vais toujours plus loin. Mais il y a je me limite pas dans ce que je vise. Moi, si je vous dis, quand je présentais le projet d'Afrohit, les gens me regardaient, genre, elle est sérieuse, je disais, moi, Afrohit, ce sera le futur Planète Sushi et Sushi Shop. Moi, ce sera une chaîne structurée, bien réfléchie et qui ira loin. Et ils me disaient, mais t'es sérieux? Je disais, oui. Il faut bien commencer quelque part. Et ce sera ça. Et ça sera peut-être pas ça. Mais je donnerai tout pour que ce soit ça. Et ça sera ça. Voilà, c'est tout. Donc il faut rêver et ces femmes-là elles font rêver. T'as même au petit niveau de la France, il y a pas de hiérarchie d'ailleurs dans les réussites en fait. C'est le bonheur de chacun. Si quelqu'un est dans son fond de son village et qui meurt heureux, bah c'est le principal. Lui je l'admire déjà. Tu vois, il m'inspire en fait. Il m'inspire parce que qu'est-ce qu'on veut dans la vie en fait, c'est être heureux et voilà, c'est tout. Quel conseil donnerais-tu à celles qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat? Sauter les meufs, sauter, enfin je sais pas si on parle qu'aux nanas, mais peu importe qui vous êtes, sautez, mais j'aimerais quand même préciser, il faut savoir l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde, really. Franchement, j'admire autant un grand entrepreneur, même un petit, même qui a échoué, qui se relève, que des directrices, les premières femmes, PDG de je sais pas quoi. Moi aussi, je trouve ça inspirant. Donc, c'est pas fait pour tout le monde. C'est à la mode d'entreprendre, mais j'entreprends pas maintenant parce que c'est à la mode. Je voulais déjà entreprendre en sortant d'école quand c'était pas glamour et je me suis justement laissée piéger par la peur des autres d'entreprendre. Donc, je dirais, si c'est vraiment ce qui est en toi, bah lance-toi. Mais vraiment, mais par contre, si t'as des gros doutes, tu sais, pas la petite voix, la grosse, pas la petite voix qui essaie de te freiner. Celle-là, tu l'oublies, tu sautes et advienne que pourra. C'est le premier conseil que je donne. Mais par contre, pour les autres qui vraiment font ça par mode, qui savent vraiment au fond d'eux que c'est pas fait pour eux et qui veulent juste voir ou juste tester, c'est dur, les mecs, c'est dur, c'est la merde, c'était chaud j'étais enceinte, je cumulais tout, machin et tout, et c'était dur. Financièrement, c'est la merde. Ça sera encore la merde longtemps, d'ailleurs. C'est clair. Donc, mais autant le dire les choses, parce que voilà, il faut être prêt à prendre le prix, comme je dis. C'est comme tout à l'heure, je disais, il y a un fardeau qui va avec. Il faut le bouler, il faut le tirer, il faut être prêt à le tirer. Et on est tout le temps en train de dire, ouais, c'est hyper fun, ouais, tu fais des cocktails, tu fais des rencontres, du networking. Ça, c'est la vie Instagram, ça. Bullshit, mais c'est pas ça. Même, j'ai envie de dire, le plus simple, c'est encore vendre aux clients. C'est la partie la plus fun. Voir mes clients que je dis c'est bon. Je me dis, trop bien, tu vois. J'ai pas travaillé depuis 5 heures du matin. J'ai pas sacrifié plein de nuits pour rien. Tu vois, c'est même la partie la plus fun. Mais en fait, ça, c'est 3 heures dans la journée. 3-4 heures dans la journée, le reste de la journée. C'est du sang et des larmes. C'est du sang et des larmes. Donc, voilà, mais quand ça t'anime, tu vois, c'est comme quand tu fais quelque chose qui te plaît. Bah, tu vois, parfois, je compare ça au sport. Tu vois, un marathonien, il a mal, mais tu vois, le mec, t'imagines même pas sa douleur. Toi, tu cours 1 kilomètre au bout de ta life. Tu dis, le mec, comment il fait pour courir autant? Mais le mec, il est tellement dans son plaisir. Bon, il y a l'endorphine aussi. Mais bon, à un moment, elle sert plus à rien, sinon. Et le mec, il est tellement dans ce qu'il aime, qui le sent plus. Donc, c'est exactement la même chose. Mais imagine si t'aimes pas. Imagine là, si c'est la souffrance pure et dure. T'as que la souffrance, en fait. T'as que la souffrance. Et si t'es un peu têtu et que tu veux y aller quand même, bah, on te ramasse un miette à la fin. Donc, je dis aux autres, les gens qui sont faits pour ça, bah, franchement, réfléchissez, arrêtez de réfléchir. Arrêtez de réfléchir. Si je réfléchissais à ce restaurant, je l'ouvrais pas à la date où j'ai ouvert, malgré les 3 mois de retard. Il y avait encore plein de trucs qui manquaient, les tables étaient, les chaises, regarde. Enfin, on y est, là. Voilà. Mais à un moment donné, je me suis dit, voilà, tu ouvres, c'est tout. Voilà, tu ouvres. Et tu verras après. Voilà. Ou comme démissionner, non, mais je vais attendre la rupture conventionnelle, non, mais je vais attendre la prochaine promo, non, mais le prochain truc, bah oui, bah plus j'aurais gagné d'argent, moins j'aurais eu envie de démissionner. Donc, voilà, à un moment donné, il faut se lancer. Et si on est vraiment fait pour ça, bon, on aura 0 regret. Et donc, lancez-vous
vous et qu'est-ce qui peut vous arriver? Que vous allez échouer? Personne n'est mort parce que ça une entreprise a coulé, hein. Donc, vous allez juste aller rechercher du boulot comme tout le monde et faire ce que vous faisiez avant et puis c'est tout. Voilà. Et ce sera pas dans la super boîte où vous étiez, ça sera dans une autre super boîte parce qu'il y en a plein des super boîtes. Il y en a des nuls, mais il y en a plein de bien aussi. Donc, vous inquiétez pas, ça vous apportera toujours quelque chose, mais allez-y. Et s'il faut, cramer, toutes vos thunes, cramez-la parce que de toute façon, vous mourrez pas avec. C'est clair. Et deux, je disais encore, dans cette super discussion de ce matin, mon mari, l'argent, c'est un passif. Quand on n'en fait rien, ça sert à rien, ça se crame dans tous les cas. Donc, on connaît tous qu'on a économisé. Après, on s'est dit, je comprends pas, j'avais tant. Il y a plus rien là, ouais. Voilà. Donc, mettez dans ce qui vous plaît et au pire, vous aurez perdu de l'argent, vous saurez toujours en refaire. L'argent, ça se fait. J'aime bien poser cette question. Dis-moi. Aux personnes que j'interviewe. Quelle est ta représentation d'une maman qui déchire? Moi, une maman qui déchire, c'est dur. Une fois de plus, c'est dur. Parce qu'une maman qui déchire, c'est quoi? Il y a plusieurs définitions, mais on a chacune notre vision, entre guillemets. Pour moi, une maman qui déchire, c'est une maman épanouie. Parce que si c'est une vraie mère, son épanouissement, ça passe par ses enfants aussi, la joie de ses enfants. Donc, s'il est épanoui, c'est que ses enfants le sont. Donc, voilà. Pour moi, une maman qui déchire, c'est une maman épanouie. Et si elle est épanouie, ses enfants le sont forcément. Donc, pour moi, c'est ça une maman qui déchire. Donc, comme je disais déjà tout à l'heure, faut savoir prendre du son pour soi. Et faire ce qu'on peut. Et parfois se dire, ça, j'ai bien fait quand même. Se lancer de temps en temps des fleurs, pas de temps, tout le temps. Des jardins même, des parcs. Des parcs entiers, des forêts, la Amazonie, de meilleures forêts en meilleur état. Il y en a pas plus beaucoup, mais franchement, il faut savoir le faire parce que le monde passe le temps à nous rappeler qu'on n'est pas des bonnes mères, t'as de l'ambition, t'es pas une bonne mère, ou bien, le pareil, tu t'occupes trop de ton enfant, t'es pas une bonne mère parce que tu le couves trop, tu le laisses, t'es pas une bonne mère parce que tu t'en occupes pas assez, Donc, à un moment donné, t'es une bonne mère quand ton enfant il est bien, quand toi t'es bien, le reste, et de temps en temps, si tu vois que t'es down, essaye de trouver ce que tu fais de bien, ou essaye de faire quelques trucs bien, et te jeter de temps en temps quelques fleurs, prendre ton enfant, aller manger une glace quelque part et te dire, c'est dur quand même, mais là, ça fait du bien. Là, on est bien, là, mon fils, tu fais rire un peu, le rire nous met tellement de joie, c'est que de quelques secondes, mais se dire, dans cette journée, il a au moins ça, moi. Voilà, c'est ça. Voilà, et c'est que quelques secondes sur 24 heures. Mais c'est déjà ça de prix. Voilà, prenons ce qu'on a et ça sera 1 minute la prochaine fois, 1 heure, voilà. C'est ça une maman qui déchire, c'est une maman qui se sent bien et parce que ses enfants se sentent bien, parce que les gens autour d'elle se sentent bien, parce qu'elle a l'impression d'être utile au monde à ses enfants. Donc voilà, et pas parce qu'elle est parfaite, parce que ça n'existe pas. Les gens qui nous disent ça, ils mentent déjà, et c'est souvent les plus malheureux. Donc on leur souhaite d'être plus épanouis. Moi, je souhaite du malheur à personne, mais d'ailleurs, je souhaite à chaque maman de déchirer à son niveau et elle met la barre où elle veut. Voilà. Merci. On va passer maintenant. Sauf les autres. C'est qui les autres? La cruauté, je supporte pas. Ça, c'est les choses. Ça, c'est tout ça qui a fait que j'ai quitté les réseaux sociaux, les vidéos qui circulent. Comment on maltraite les enfants, là, tout ça. Non, ça, c'est une autre catégorie de personnes qui. Voilà. À un moment, on dit comme tu peux, mais non. Non. Parfois, je suis la première à dire. Parfois, les gens reproduisent les souffrances qu'ils ont eues sur leurs enfants. Aussi, C'est pas une excuse. Lui, il a rien fait. Il a rien demandé. Justement, prends soin de toi. Prendre soin de toi, c'est de se soigner des maux qu'on a eu avant. C'est de dire, parfois, je peux pas, j'y arrive pas, ça me dépasse. En parler. Moi, je suis pas bien. Et voilà, c'est ça une maman qui déchire. C'est pour ça que je dis que si elle est épanouie, ses enfants seront épanouis. Elle est pas épanouie, du coup, ses enfants le sont pas. Et elle reproduit parfois des violences ou des schémas familiaux qui sont pas bons. C'est pas que de la violence physique, parfois c'est psychologique, parfois elles s'en rendent même pas compte d'ailleurs, les pauvres. Et les enfants aussi qui ont rien demandé derrière. Donc du coup, quand je dis sauf les autres, je sais pas pour les blâmer parce que il y en a, c'est vraiment c'est de la reproduction. Inconscient même. Voilà. Et donc du coup, mais à toutes ces mères-là, je dirais prenez soin de vous. Et du moment où vous irez bien, vos enfants iront bien aussi, ça suivra. Voilà. Derrière, champ des possibles comme dans tout. Voilà, sera ouvert. Parlons maintenant des actualités d'Afrohit. Oui. J'adore. C'était le moment tant attendu de cette interview.
Parce qu'on a une petite annonce à faire, à vrai dire, qu'on n'a pas du tout préparée, donc ça va être très drôle. Je vais la faire, t'inquiète pas, spontané, t'as dit, ça doit être fluide, bah... T'as eu que de la spontanéité, t'as vu clair. En plus, je sais même pas ce que j'ai raconté, quand on écoutera ça, je rigolerais bien, et je me dirais, ah, j'aurais dû dire ça, et dire ouais, ça. bah, Mais j'ai fait comme j'ai pu avec ce que j'avais. Voilà, exactement. Et la fatigue du service aussi derrière. Aussi, ouais, voilà. Oui, parce qu'il faut savoir que là, il est 17h, donc le resto est ouvert de 11h à 14h, et que bien sûr, la journée n'est pas de 11h à 14h. Il se passe des choses avant et il se passe des choses après. Voilà, donc, je dois aller récupérer justement mes chers enfants parce que mon mari a voyagé. Donc, voilà, et moi aussi, donc, on va arriver au sujet. Je te laisse. Du projet, bah voilà, comme tu disais, quels sont les projets d'Afroïde? Bah, je commencerai par une citation qui dit seul on va vite, à plusieurs on va loin. Ce qui paraît que c'est un proverbe africain, comme quoi. Et je sais pas si c'est exactement ça d'ailleurs le proverbe, mais vous avez compris l'idée. Et du coup, à faire tout toute seule, ben je me suis dit bah si je veux aller où je veux aller, enfin je me suis pas dit ça. Mes chères petites grand-mères là dont je vous parlais tout à l'heure m'ont soufflé un petit message dans mes petites oreilles quand je dormais la nuit. Et elles m'ont dit on va aligner les planètes et on va te permettre d'aller bien plus loin. Et elles ont mis sur ma route Mariama qui venait d'avoir beaucoup de temps libre et qui habite à 2 minutes du resto que je connais depuis plus de 10 ans et qui avait plein de temps libre. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Association parfaite. Ouais. Donc, du coup, alignement des planètes, spécialité en com qui est juste un plus extraordinaire. Donc voilà, l'actualité d'Afroïde, c'est que après que quelques mois d'existence, ben Afroïde va agrandir son équipe avec une associée qui entre dans l'aventure. Tada, c'est moi. Et donc voilà, pour faire grandir, pour le faire aller encore plus loin que rien que ce que j'imaginais dans ma tête, bah c'est 2 têtes qui vont l'imaginer et ça va être encore plus fun. Donc du coup voilà, Afroïde un nouveau membre, un nouveau grand membre qui sera Mariama, qui est au micro. C'est trop drôle. Et qui justement match parfaitement. Et de toutes les façons, je le dis à tout le monde, si j'arrive pas à m'associer avec Mariama, c'est que je peux m'associer avec personne. Pression. Parce que clairement, justement dans l'entrepreneuriat, on dit que les associations, trouver un bon associé, c'est dur. Donc j'ai bien réfléchi. Moi, je voulais pas m'associer. Les gens voulaient entrer au capital. Moi, je disais, j'ai pas besoin de quelqu'un. J'ai pas besoin d'argent entre guillemets. J'ai besoin de quelqu'un avec qui ça va bien se passer. En plus, vous me croyez pas comme ça au micro. J'ai un sale caractère. Est-ce que j'ai le droit de confirmer? Quand je parlais de femmes fortes, bah, c'est un bon côté et un mauvais côté. J'ai hérité ça de mes grand-mères. Elles avaient leur bon et leur mauvais côté. Bah, je pense que j'ai un peu pris ça en termes de caractère. Donc du coup, j'ai un sacré caractère. Et du coup, Mariama, c'est la douceur incarnée. Donc, il paraît. Il paraît. Femme, bah, ça va pas dire qu'elle a pas de caractère, hein. Vous me prenez pas, parce que, on va pas se mentir. Ah là là. Voilà. Mais voilà, c'est juste que c'était l'association parfaite pour moi en termes de compétences, parce que pour rester factuel, c'est du business déjà en termes de compétences, mais aussi d'affinité, parce que l'esprit de l'équipe, c'est quand même de travailler dans la joie et la bonne humeur. C'est on est jeunes, on est toutes les 2 mamans, on se connaît depuis longtemps. C'est pas de se tirer la gueule ou voilà, c'est de vraiment travailler dans l'harmonie et carrément. Et donc du coup voilà, je l'ai bien, j'ai fait une présentation, elle me l'a vendu clairement. J'ai sorti tout mon bagage de commercial, de responsable grand compte. Ah oui. J'ai tout sorti le grand jeu pour la convaincre et j'ai dû aller convaincre mon mari derrière. C'est un projet de vie, c'est un projet de famille, c'est un projet moi je sais ce que ça me coûte en termes d'horaire et de journée, donc embarquer quelqu'un là-dedans, c'est aussi lui dire la réalité que ça va être dur. Ouais. Et c'est pas encore. Ouais, j'ai vu que, je crois que j'ai rien vu. J'ai eu un petit aperçu là, mais c'est dur. J'en ai dire, mais qu'est-ce que je fais, putain, elle mais sait pas, pourquoi j'ai dit oui? Ça sera pire que ça, mais la victoire sera belle. Comme on dit, les plus beaux paysages se trouvent toujours après des chemins un peu tortueux. Voilà. Mais écoute, j'ai hâte d'arriver au bout de ce chemin tortueux. Ça va être trop bien.
L'excitation. Ça va En être tout cas, moi, je suis génial. super excitée. Alors, c'est vrai que quand elle m'a annoncé ça, comme je l'expliquais sur Instagram, je sortais d'un licenciement économique. Donc, en mode, oh là là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai le podcast, ok, c'est cool. Ok, je voulais me lancer en freelance, ok, c'est cool. Bon, j'ai un crédit sur le dos. Enfin, bref, 1 milliard de questions. Et là, elle me dit, non, mais en fait, tais-toi, là, clairement, t'habites à 5 minutes à pied. Véridique, j'habite à 5 minutes à pied du resto. La nounou est juste en face du resto. Elle me dit, depuis le temps qu'on veut se lancer, c'est le moment. Et clairement, je pouvais pas dire non, quoi. Là, c'est... Sur ma pirogue. Clairement. J'ai embarqué à bord de la pirogue Afro Hit. Clairement. Ah, et bientôt, ça sera un yacht, les gars. Ouais, clairement. Restez connectés. Clairement. Donc voilà la super nouvelle que je voulais vous annoncer. Du coup, je vous invite bien sûr à aller suivre Afro Hit pour suivre les aventures de 2 mompreneurs. Donc on va se donner à fond. On a aussi Dylan qui est dans l'équipe, qui voulait même intervenir sur le podcast. J'ai dit mec, t'es pas du tout la cible, donc tu n'es pas une mère, tu n'as pas d'enfant. Mais pourquoi pas, un jour, on te donnera la parole. Le truc un peu élitiste. C'est clair. Mais oui, c'est clair, c'est important de parler de Dylan, mais c'est vrai qu'on a très peu parlé d'Afrohit, finalement. C'est vrai que du coup, l'ambition d'Afrohit, c'est vraiment, quand j'ai lancé ça, c'est de vraiment rendre la cuisine africaine accessible à tous. C'est vraiment l'ambition de ce restaurant que j'ai lancé à la base. Et vraiment, c'est de dire, voilà, la street food africaine, il faut que tout le monde la connaisse parce que c'est finalement une cuisine très proche de la cuisine française en termes de saveur, mais avec sa particularité. Je veux dire que le gap est moins énorme sur une cuisine par exemple asiatique. Donc du coup je me suis dit mais pourquoi on la connaît si mal, les gens, on n'y a pas accès aussi facilement, et c'est pour ça que je parle de chaîne aussi. C'est pas juste pour gagner plein d'argent, c'est dire que voilà, rendre cette culture culinaire qui est si riche, la diffuser au plus grand public, la faire connaître, faire voyager les gens, leur faire connaître nos plats, nos spécificités. On commence chez Afrohit, quand je dis avec des plats basiques, dans le sens où on fait pas des trucs hyper spécifiques de un seul pays. C'est pour ça que les gens me disent souvent oui, mais cuisine africaine de quel pays? Oui. Mais non, parce que il y a justement, c'est de la street food, parce que du coup il y a des choses qu'on retrouve chez tout le monde, et c'est la cuisine populaire qu'on fait chez Afrohit, et c'est pour ça du coup que je voulais dire que c'est une cuisine africaine. Et quand je dis accessible à tous, c'est justement commencer par ces plats simples que tout le monde aime, comme le poulet brisé, le poisson brisé. On en fait à travers toute l'Afrique. Après, il y a des plats qui sont populaires à travers toute l'Afrique, comme le tchèp. On parle tout le temps du tchèp, du riz rouge. Mais le riz rouge, finalement, c'est les détails culinaires qui changent, parce qu'il y a le jollof rice du côté de l'Afrique anglophone. Il y a le riz rouge thaïlandais aussi. Le riz sauté du côté de l'Afrique centrale. Donc, dans l'esprit de ce riz-là, il se retrouve partout en Afrique. On a de la tchéké qui est très Afrique de l'Ouest aussi, mais voilà. Donc, l'idée, c'était de présenter la cuisine africaine de tous les pays, avec les plats les plus accessibles pour tout le monde. Et après, justement, avec ce qu'on est en train de faire avec Mariama, c'est d'introduire petit à petit des plats assez spécifiques, de faire, une fois que les palais sont habitués, c'est de leur permettre d'aller encore plus loin dans l'expérience culinaire africaine. Et voilà, c'est de participer à notre petite échelle à cette culture que nous, on a reçue. On est des enfants de la France, entre guillemets. Mais quand même avec des origines africaines. Alors qu'à la maison, on mangeait les plats de chez nous, et je me dis, mes pauvres camarades, ils connaissent pas ça. C'est clair. Et quand tu faisais goûter, quand tu invites, ils étaient comme des oufs. Comment je connais pas ça? J'ai une personne en salle, elle a goûté le mafé, elle m'a dit, mais attends, toute ma vie, j'ai pas mangé ça. Je disais, voilà. Tu avais pas accès. L'idée, c'est que les gens puissent avoir ça, et si ça peut être leur petit moment de bonheur dans la journée, on aura gagné notre pari. Voilà l'esprit Afrohit, et voilà dans quoi je me suis embarquée, et j'en suis super ravie, parce qu'effectivement on partage cette ambition-là, justement, de faire découvrir la cuisine africaine, et aussi la culture africaine, d'une certaine façon. Culinaire, et sur plein d'autres choses. Les gens nous posent plein de questions sur comment c'est fait, sur les épices, et on adore. Moi, j'adore donner des détails. Mais clairement, et puis tu vois, ils sont à l'écoute, ils ont des questions. Ils viennent pas juste au resto manger et se casser. Et partir, c'est ça. Vraiment, il y a un ça vrai les intérêt. Intéresse. Et c'est génial. Là, tu dis, t'as tout gagné, quoi.
Clairement. Tu rentres, t'es crevé quand même. Hein. C'est clair, oui, mais à la fin de la journée, tu dis voilà. Mais c'est comme dans les 5 minutes de bonheur dont je parlais tout à Voilà. l'heure, bah, ça fait Tu les prends, tu les additionnes. Et Voilà. À cause de Mariama, j'ai écouté des podcasts. Voilà. Parce que je l'ai tellement saoulée pour être dans cet épisode. Oh là là. C'est fou parce que je voulais que tu passes en premier avant même que tu me parles de l'association Afroït. Ça fait un moment que je te cours après. Là, j'ai dit, écoute, c'est bon, c'est l'occasion. On va parler de notre projet maintenant. Donc, tu passes et puis c'est tout. Donc voilà, c'est chose faite. Je suis très contente. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Merci Vanessa, mon associée. À bientôt. Et on vous espère nombreux. C'est le premier épisode, mais on a plein d'autres qui arrivent derrière. Yes. Et on espère que ça vous plaira. Cette aventure aussi, je serai un peu en coulisses. Ah oui, clairement. Alors, il faut savoir qu'elle aime pas les réseaux sociaux. Je vais montrer ta tête tous les jours. Elle déteste ça. Oh non. Ah, si t'es obligé. Moi, je suis une femme de l'ombre, je parle beaucoup. Je ferai des petites stories Instagram. Vous verrez un petit peu les coulisses d'Afroït. Et puis celles qui sont dans les parages et qui veulent venir manger, vous êtes les bienvenus. Oui, venez manger ça. Même si vous connaissez, venez. C'est hyper bon. Voilà. C'est cuit au charbon de bois aussi. Faisons la pub, c'est le moment. Bah oui, attends, on profite. Bah attendez, c'était toute une histoire pour mettre une churrasquera dans une cuisine alors qu'on est sous un immeuble. J'ai tout donné pour le faire, donc. Et elle y est arrivée. Merci Vanessa. Merci à vous. Merci infiniment à Vanessa pour son temps et ses précieux conseils. Je sais à quel point elle est de nature plutôt réservée quand il s'agit de dévoiler sa vie privée. J'apprécie davantage qu'elle ait accepté de se livrer un peu. Foncez suivre le compte Instagram et Facebook Afroeat_Street Food pour suivre nos aventures, car comme elle vous l'a annoncé, j'ai embarqué à bord de sa pirogue. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram ou sur iTunes. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. À bientôt!